Les carrés gnostiques Sator, Qatar et 666. Une vidéo déterminante dans la compréhension de ce que nous avançons dans le domaine gnostique comme caché, comme hermétique, avec une technique intellectuelle qui permet de toucher au plus profond de l'intellect et du cœur deux concepts qui vont réunir la logique de la raison et celle de la philosophie. Ça, c'est quand même pas évident comme moyen à trouver pour pouvoir débloquer ces deux serrures de la compréhension. C'est pas évident et déjà le concept est pas facilement approchable. Il faut avoir un peu avancé pour le comprendre. Et c'est pour ça que malheureusement, nous avions exposé certains commentaires sur le carré Sator en 2016 qui, de par les échos que nous en avions reçus et en préparation de la deuxième vidéo quelques années après, prouvent qu'il est quand même très difficile d'avoir accès à cette espèce de compréhension qui n'est pas quelque chose qui nous est très naturel d'origine. Comme c'est pas naturel, ça donne lieu à des multiples interprétations plus ou moins élaborées qui peuvent créer de la confusion aussi par rapport à la compréhension de ce type de carré. Et engendrer certaines dérives, une fois de plus, qui rejoignent le mouvement qui est une déferlante dans la spiritualité, qui est le New Age. Dire qu'on a la clé d'un déchiffrage d'un carré, ça peut se faire subjectivement et objectivement. Ça peut être une explication de compréhension pour que tout un chacun puisse se l'approprier et évoluer en fonction de son propre chemin de vie, mais ça peut aussi être une stèle de gloire, voire financière, pour pouvoir avoir un engagement personnel et se situer aussi, prendre une identité dans la nouvelle ère qui est en train d'émerger. On peut le dire, les carrés magiques sont fascinants, donc ils servent aux fascinateurs. C'est un outil de plus pour eux, pour s'appuyer sur quelque chose qui a tendance à faire rêver et transporter vers ces frontières de la spiritualité qui sont parfois, il faut bien le dire, assez déviantes. Alors pour être précis, pour être concret dans le préambule de cette vidéo, il faut dire que l'histoire de ces carrés magiques dans le monde a une logique commune avec les pyramides. Il y en a partout, on ne connaît pas leur créateur, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas le buste de la personne ou la signature en bas à droite de la personne, comme le chèque, qui a réalisé cette merveille. Non, là pas du tout, on ne sait pas qui c'est. Donc il y en a partout, on ne connaît pas leur créateur, et ils permettent d'atteindre une qualité de réflexion rare qui oblige à l'analyse de l'horizontal et du vertical simultanément. Et c'est là que c'est difficile évidemment. Toute une philosophie d'effort du raisonnement bien plus exigeante que la religion du prêt-à-penser, notamment évidemment dans le New Age. Alors, nous allons essayer de faire une explication graduelle, chronologique, tout d'abord, pour comprendre d'où viennent ces carrés, le fameux carré Sator, dit alchimique, que nous avions présenté en 2016, avec des preuves cachées de la suite qui allaient s'inscrire pour donner une crédibilité à nos propos. Il ne s'agissait pas d'être des mystiques fascinants, pour démontrer qu'il y avait une certaine chronologie, un certain tempo à adopter pour avoir cette crédibilité d'une connaissance qui se distille dans le temps, avec une communication non pas sensationnelle, mais avec une vraie logique rationnelle. Vous remarquerez au passage que nous ne faisons ni de cassettes vidéo, ni de livres, ni de stages payants concernant la diffusion de ces communications. Ou plutôt des DVD, les cassettes vidéo, c'est... Ah pardon, oui, c'est vrai. C'était de notre temps, oui. Pas de notre, d'un autre temps. Tout comme vous remarquerez également que nous évitons tous les titres d'accroche qui sont très sensationnels comme le grand secret de, la vérité, le plus grand des secrets, les grandes révélations, tous ces titres accrocheurs où quand on a terminé la vidéo, en général on a oublié qu'il y avait ça au début. Si on faisait la synthèse, on en sortirait quoi ? Pas grand-chose. À travers cette chaîne et sur la réactualisation gnostique des carrés Sator, donc nous avons eu en 2016 le carré Sator avec les deux sujets cachés de rotondité, on l'avait glissé toujours avec les techniques de l'hermétisme, en indiquant sur la vignette de la vidéo un héron. Certains se sont sûrement posé la question de la présence de cet oiseau étrange au milieu d'un étang. Héron dans l'étang, évidemment, c'est un jeu de mots que vous pouvez largement comprendre à présent. Et pourquoi ce carré fait appel à une notion de rotondité et dans le temps, et plus précisément dans les temps, puisque si vous avez compris la deuxième vidéo
qui a été diffusée en 2019, nous avions là en préparation la compréhension de la matière, des sciences physiques relatives pour expliquer la matière, thème qui allait au-delà de cette vidéo qui ne parlait que de philosophie, de la compréhension de l'individu dans le collectif. Il y a eu donc en 2019 la vidéo du plan cinématique du Carré Sator avec l'explication du sens des mots et notamment à repos. On y reviendra dessus puisque nous allons développer ce raisonnement s'il n'a pas été bien compris. Au passage, il y a pas mal de vidéos qui fleurissent avec des explications de ce Carré Sator, des interprétations pour le moins douteuses de à repos. Et on remarque très souvent que c'est la frange du catholicisme qui récupère ce carré alors qu'il n'a rien de catholique. Au contraire, ce genre d'objet, on va dire, un message, est quand même antinomique par rapport à la religion catholique. Mais quand ça arrange, quand le message arrange et quand il permet de passer un temps, puisque on peut dire que la religion aujourd'hui, on lui reproche d'être d'un autre temps, bien là, le côté un peu fantastique devient mystique et donc religieux quelque part. Et oui, c'est une curiosité que de voir ce type de récupération. Mais si ça vous fait plaisir de le penser, il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour vous retourner l'esprit, c'est justement pour préciser que chacun doit trouver intérêt à la réflexion à mener autour de ce carré. Si vous voulez y voir un paternostère dedans, c'est-à-dire notre père, au niveau kata, on vous a déjà expliqué ce que c'est. Ça s'écrit P-A-I-R-E. C'est peut-être pas le même rapport amoureux, on va dire. Mais en tous les cas, sur le Carré Sator, c'est exactement la même chose. Si ça vous comble, si ça vous remplit de joie ou si ça vous permet d'atteindre un niveau de subtilité ou de spiritualité qui vous convient, restez sur la version du paternostère donnée par nos amis catholiques. Il n'y a aucun problème avec ça. Ici, nous parlons de quelque chose de très très différent et en plus, nous en faisons une démonstration. Mais si elle ne vous plaît pas, ça veut bien dire que vous ne faites pas partie, si on prend le pentagone des résolutions, vous ne faites pas partie de ceux qui jouent dans le même registre que la typologie 1, 2, 3, 4, 5, puisque je vous rappelle qu'on a résumé en 5 typologies fondamentales les 5 projets qui se déroulent sur le jeu d'échecs ici-bas. Après, aucune raison de s'affronter, c'est juste une vue d'esprit et donc un angle de vue différent, que celui-ci est vraiment destiné aux personnes qui voudraient ouvrir leur esprit, non pas dans la typologie 2 vers le Dieu unique et barbu, mais sur une compréhension beaucoup plus absolue, sur la famille de typologie 1 qui se trouve à l'origine de l'explication. Par rapport à ces interprétations, si on se pose, et je pense qu'on le fera, la question de pourquoi ces carrés magiques, de quelle époque ils datent, qui a pu les positionner, quel était le message, on tombe dans quelque chose qui est quand même non ordinaire, donc extraordinaire. Ce côté extraordinaire laisse à penser que le message l'est tout autant. Donc si c'est pour se retrouver avec une interprétation, parce que ce sont vraiment des interprétations d'un laboureur dans son champ, on sort de la croyance quand à un moment donné, on a un faisceau de choses qui font un tout cohérent. Et je pense que c'est le propre de l'univers, c'est parce qu'il y a une cohérence que l'univers tient. C'est parce qu'il y a une cohérence de nos atomes que nous tenons, que notre corps matière tient. Au-delà de tout l'aspect mystique, et si on veut sortir de la croyance et justement se dire que ce que l'on pense est bien quelque chose qui est à la fois cœur et raison, parce que c'est le cœur qui nous guide, c'est le cœur qui fait qu'on est attiré par quelque chose, il y a quelque chose qui résonne en nous mais par le cœur. Mais si on veut faire le lien des deux, il faut que le tout soit cohérent. Donc on peut pas se dire que s'il s'agit de parler d'un laboureur dans son champ, la Bible le fait. Je dis pas que la Bible est ordinaire. Toutes les religions monothéistes ont leurs textes. Et là, c'est quelque chose de différent. On est sur un message qui est dévoilé d'une certaine façon, qui n'est pas glorifiant, qui est anonyme, exprimé dans un propos qui est hermétique. Donc il faut se mettre un petit peu en hauteur pour être à la hauteur du message. On est sur quelque chose qui a vocation à élever un individu, parce que l'individu veut s'élever au message, et pas dans quelque chose qui est, je dirais, dans la croyance ordinaire. C'est vraiment un palier, normalement, qui doit nous faire monter à l'étage du dessus, et pas dans une parabole comme on l'a dans des textes religieux. On en revient une fois de plus à la question fondamentale qu'on doit se poser une fois qu'on a terminé une vidéo.
Là, le raisonnement est le même une fois qu'on a terminé d'écouter quelqu'un qui développe un raisonnement sur le carré Sator. Est-ce que ce qu'il m'a apporté est vraiment extraordinaire? Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que je suis sur le point de développer une certaine transcendance d'évolution? Ou est-ce que ça n'a au final rien changé à part une espèce de fausse démystification? Puisque là, les interprétations qui sont données, c'est malheureusement terriblement démystifiant et en plus abêtissant, comme tu dis, que ce soit le fait de plonger une charrue dans la terre ou de faire un Notre Père qui est aux cieux, ça n'a pas changé l'humanité, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça que nous voulions bien faire le distinguo entre la fausse fascination et ce que permet vraiment d'atteindre ce type d'artefact. C'est vraiment une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on prend conscience de la totalité de l'intelligence qui se trouve là-dedans, en multicouche en plus, ça fait appel à quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans la Kabbale, des redondances sur plusieurs niveaux qui nous font comprendre que c'est pas quelqu'un d'ici qui l'a fait, c'est pas possible, puisque ça ferait intervenir des problématiques même de sémantique, c'est-à-dire à la source des langues, pour pouvoir donner une faisabilité à un schéma qui fonctionne en 3 dimensions, avec des mots, et en plus avec l'idée qu'il représente dans son fonctionnement, dans le volume de son déplacement, etc. Donc, pour poursuivre la chronologie des choses qui ont traversé le temps et qui, très souvent, n'ont pas été révélées à la hauteur du message qu'elle voulait laisser, et là, comme nous sommes à la fin des temps, évidemment, c'est normal qu'elle se révèle, il y a aussi, en 2021, en date prévue par Bélibast, il y a 700 ans, un petit peu plus maintenant, le carré Qatar qui est revenu dans le champ informatif de ceux qui cherchent ou chercheront la transcendance de raison absolue. Nous verrons d'ailleurs vers la fin de la vidéo que ces 2 carrés répondent à la même logique et la même origine, que ce soit sur le sens donné, mais aussi sur la cohérence de la réapparition géographique. Et ça, on va en parler très rapidement. On peut bien le dire à travers ce petit voyage que nous vous proposons sur les diapositives qui se succèdent actuellement. C'est l'exploration dans l'Aude, dans le Razès, plus précisément entre le mont Bugarache et les gorges de Galamus, qu'une petite randonnée peut vous permettre de retrouver le concentré, le condensé de ces carrés magiques dont nous avons parlé, donc le carré Sator et le carré Qatar. Pour refaire un petit peu d'histoire, il faut vous préciser, pour remettre dans le contexte, donc il y a un petit peu plus de 700 ans, comme il l'avait promis, le soi-disant dernier des Cathares, Guillaume Bélibast, qui fut sauvagement sacrifié par le feu, une fois de plus. C'est quelque chose qui fascine aussi, ça, dans l'horreur, les flammes. Hein. On reviendra pas sur des vidéos que nous avons déjà développées par rapport à ce concept qui, quelque part, doit être aussi compris sur les stratégies du jeu en réincarnation qui font que le jeu serait beaucoup moins délicat s'il n'y avait pas à gérer ces chaos des vies successives qui ont été contrariés par des gros traumatismes. Et ça, c'est le jeu de chaque typologie sur le jeu d'échecs qui, quand elles sont dans un logiciel de violence et de domination, sont prêtes à des exactions terribles puisqu'elles savent que ça fonctionne. Et elles savent aussi que ça fonctionne non seulement dans le présent pour la peur aux contemporains, mais aussi dans le temps pour les mémoires qui ont des problèmes à devoir continuer, ce pourquoi elles ont créé ces espèces d'énigmes, tout comme les carrés magiques. Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi ils ont traversé l'histoire, et notamment des autorités catholiques, on en trouve même à Sienne sur une église. On peut imaginer donc que l'église catholique ne comprenait pas du tout ce qu'il y avait là-dessus, sinon ils ne l'auraient pas laissé. On peut se demander comment ça a pu se glisser et quel a été l'argument pour que ce soit accepté. Le fait est que quand il faut que ce soit quelque part, ça y est. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que la surprise, elle ne doit pas nous interroger simplement et puis peut-être comment ça se fait puis on n'y pense plus. Non, il faut se dire, c'est tellement surprenant que ça a été accepté qu'il a fallu quelque chose peut-être qui dépasse notre propre physique pour se dire que ça y a été et que ça y demeure. Justement, ça reprend ce qu'on retrouve aujourd'hui, en réminiscence des réincarnations. Ceux qui font des vidéos pour expliquer que c'est un paternoster, on imagine bien donc de quelle descendance il se trouve dans le jeu. Il y a cette filiation encore intellectuelle d'avoir à défendre chacun sa position par rapport à ces choses-là.
Et si on revient en arrière, on imagine bien une scène en Italie, à Sienne, quelqu'un qui va voir pendant la construction de la cathédrale, hey, dis-moi, je vais te proposer, tu vas voir, on va mettre un truc, c'est joli là, c'est chouette. Ah oui, c'est quoi ça? Oh, le paternoster et tout. Ah bon, c'est bien ça là. Et puis, en fait, ça y est, le carré, il y est. Et puis, ça dérange personne, mais en fait, personne sait que ça va servir pour plus tard. Ou, en tous les cas, pour un groupe gnostique qui, lui, rigole à chaque fois énormément de voir ça, évidemment, sur un édifice qui ne doit pas être détruit puisqu'il fait partie de l'autorité en place, hein. Fait au-delà de la rigolade, je pense aussi que on se laisse ce type de message pour voir sur une ou plusieurs vies après se donner des chances de pouvoir continuer ce qu'on a à faire, parce que justement les traumatismes dont tu parles, quand on a été noyé, quand on a été brûlé, quand on a été torturé sur une vie, il y a des gens à qui ces carrés magiques parlent, mais l'interprétation a changé parce que le traumatisme est trop grand et on n'arrive pas sur les vies d'après à l'intégrer. On peut s'être perdu dans ce qu'on est venu faire de par les traumatismes. C'est pour ça que je disais que donner des interprétations non extraordinaires et ne pas les mettre dans un tout cohérent, c'est se tromper forcément. Voilà, et on peut, à travers ce qui se passe aujourd'hui sur la fin des temps et sur l'échiquier, comprendre certaines communications de personnes qui sont justement ces victimes de gros chocs et qui ont fait partie de cette gnose, qui avait la connaissance, que ce soit des cathares, des templiers, et qui aujourd'hui sont en réincarnation déviante. C'est tout à fait normal que ça existe et que ce soit pris dans la confusion de ce chaos présent qui est celui de la fin des temps. D'ailleurs, puisqu'on parle de Bélibaste, sans trop s'avancer, on peut s'interroger sur certaines personnes qui communiquent sur le catharisme, donc qui sont sensibles aux faits cathares, mais qui sont complètement à côté de la plaque, en étant assez véhéments, en étant même dans la violence, et en ayant ce réflexe presque de vengeance sur ce qui a été les horreurs de l'Inquisition. Le problème, c'est que la force et l'énergie et le désir de communication de personnes qui ont eu ces traumatismes va venir écraser le côté sage et ce qu'il y a à en retirer sur le fond du message. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal et très logique dans la continuité de ce que nous faisons tous sur le jeu d'échecs. Le tout, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Il y a légitimité à avoir ce traumatisme et donc les problématiques que ça engendre, mais après, il faut retrouver ses esprits. Et ça, on peut le vérifier avec ce que j'appellerais des templiers déviants, et c'est vrai qu'il y en a encore plus que des cathares déviants, puisqu'ils ont une puissance de communication et une force de conviction encore plus forte, et une fois de plus, c'est pas par mauvaise intention, c'est en réaction à ce traumatisme et son propre chaos à résoudre au milieu de tout ça. Et nous aurons l'occasion de le développer dans les prochaines vidéos, des nouveaux formats que nous vous présenterons en fin d'année grâce à l'intelligence artificielle qui nous a fourni tous les outils nécessaires qui nous manquaient pour faire des vidéos qui étaient prévues depuis longtemps et que nous pensions peut-être même pas réaliser, tellement c'était pas possible. Et là, on pourra l'illustrer, on peut notamment constater, chez les Templiers, beaucoup de déviants, que ce soit dans la solution du retour à un grand architecte, le Dieu créateur, une quantité énorme qui se tourne vers les extraterrestres, qui sont même en contact avec, qui ont vraiment ce côté égotique d'avoir à redevenir des chefs dans des congrégations et qui se retrouvent confortés dans une hiérarchie existante qui est reconnue dans leur propre idéal, par exemple la Confédération Galactique, donc des extraterrestres. Et qui ont, par contre, là c'est déjà plus problématique, qui ont malheureusement l'occasion de se servir de ce qu'ils avaient déjà réalisé à l'époque, en laissant par exemple des tuiles cassées qu'on peut réunir, etc. Ce sont des codes qu'on a laissés. Par contre, sur la gnose, qui est la vraie gnose qui fait comprendre le relatif et l'absolu, et qui va être utilisée à des fins mystiques, à des fins fascinantes pour pouvoir réunir un public et refaire une espèce de loge, qui va rejoindre une congrégation supérieure. Ça, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, oui. Et la fin des temps, elle est quand même assez propice à cet état de confusion. Elle peut mener à des choses assez stupéfiantes, mais pour en revenir au sujet, pour faire la synthèse, c'est caractéristique de tous ceux qui parlent de ce sujet par des carrés magiques, et en particulier du carré Sator, en vous montrant à quel point pour eux c'est extraordinaire. On le voit dans les vidéos, on voit qu'il y a une exaltation sur le côté extraordinaire de ce carré qui est dit magique, avec tout ce que ce mot peut comporter.
Et ensuite, quand le développement explicatif se fait, c'est plat. C'est pas transcendant, comme tu dis. On voit bien que il y a quelque chose qui s'est perdu par rapport à ce qu'ils savent. Ils savent, au fond d'eux. Parce qu'ils l'ont vécu. Oui, mais ils le savent pas précisément, puisqu'en fait, ils ont l'idée de sorte de la puissance qu'il y a à comprendre là-dedans, mais par contre, comme elle leur échappe, en fait, il y a quand même un sacré décalage. C'est un ressenti de leur vie passée qui leur fait cette exaltation parce que ils ont su le pourquoi de l'artefact, mais comme ils l'ont perdu, ils n'arrivent plus à instituer un sens qui soit à la hauteur de l'objet. Et comme ils ont raccroché entre-temps une nouvelle idéologie de résolution, les extraterrestres, eh bien on se retrouve avec des mystificateurs de la famille, notamment des Templiers, qui se raccrochent avec quelque chose dont ne peut plus matériel, justement. C'est une autre évolution dans le jeu qui vient d'ailleurs avec de la technologie supérieure qui revient améliorer le quotidien d'un pauvre relatif que, au final, nous voulons quitter, évidemment. Donc c'est quand même terrible. Alors, pour revenir au Cathare, puisque le problème est le même chez les Cathares, nous avons Bélibast, on regarde cette carte pour comprendre un petit peu pourquoi nous faisons le lien entre le carré Cathare et le carré Sator. Donc Bélibast, il y a 700 ans, il faut savoir qu'il a été sacrifié à Villerouge-Termenès, mais attention, Villerouge-Termenès, c'est pas très loin d'ailleurs de Cubières-sur-Sinoble, c'est le village Cubières où il est né. Et ce village se trouve très précisément entre le pêche de Bugarache et l'ermitage Saint-Antoine de Galamus, passage hautement mystique d'ailleurs qui permet de passer des basses altitudes à la verticalité des hautes altitudes où le temps change quelquefois quand on passe par cette porte. C'est assez notable. Le passage dans les gorges de Galamus, il peut pas laisser indifférent. C'est une route émotionnelle par excellence, mais effectivement, on a l'impression que c'est une porte entre deux mondes. C'est un passage. Ça fait exactement cette sensation-là, je dirais, dans le corps et dans l'esprit. Dans les deux, on rentre dans ce tunnel qui n'en est pas un et on sort à un moment donné. Et effectivement, la météo peut être très différente à l'entrée et à la sortie. En tout cas, il y a un stress et un soulagement à chaque fois qu'on doit passer par là. C'est ce qui accentue cette impression de passer dans un autre monde, vraiment. Et cette allégorie est belle d'ailleurs, puisque c'est la réalité des lieux chargés en histoire intellectuelle, mystique et de la transcendance, puisque l'histoire très riche des Cathares, c'est très très bien implanté dans ce coin-là, et notamment aux pêches du Bugarache qui contient une histoire encore bien plus ancienne certainement. Et puisque l'aventure humaine collective ne fonctionne qu'avec des archétypes et des mystiques historiques, eh bien nous avons au pays de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le Bugarache, une mystique très présente qui a été entretenue. On va pas citer toutes les personnes qui chronologiquement, dont même un président français s'y attrait à la garder en vie, soit toujours bien présente, que cette mystique reste forte, qu'il y ait un aimant, c'est une attirance pour toutes les personnes qui recherchent, qui se posent des questions. Parce que c'est ça le but d'avoir une mystique installée quelque part, c'est qu'il y ait un lieu qui représente la symbolique d'un territoire où il peut se passer quelque chose de particulier. Sans rentrer, là nous restons que factuels sur de la physique relative, sans rentrer dans les détails des choses qui seraient métaphysiques, qui se passent à des endroits qui prouvent bien que des mystères nous laissent à notre pauvre place de petits humains relatifs justement. Mais pour revenir à ce point, donc hautement chargé en qualification mystique, eh bien nous avions Guillaume Bélibast, dernier des Cathares, donc né à Cubières-sur-Sinoble, Sinoble d'ailleurs, c'est très intéressant, pile poil entre le pêche du Bugarache et l'ermitage Saint-Antoine de Galamus, où on retrouve le fameux carré Sator, qui, je dois bien le dire, on a essayé de trouver l'historique récente, puisqu'on voit que la gravure en marbre qui a été apposée sur les pierres d'origine sont sûrement contemporaines. Et n'ayant pas de traces officielles historiques de ce qu'il y a avant, c'est un petit peu gênant, puisque on aurait quand même aimé garder la preuve que ce site fait partie des sites gnostiques qui ont abrité cette connaissance. Mais le fait qu'il y soit aujourd'hui prouve qu'il y a quand même une continuité, puisque personne n'ira, j'imagine, d'autorité flanquer une pièce de symbolique dans un lieu mystique.
Donc, dans l'explication de la compréhension de ce qui se passe sur un jeu d'échecs, comme le nôtre, le fait qu'au moment présent nous ayons ce carré Sator, c'est quand même l'essentiel pour la vérification. D'autant plus que nous qui faisons partie d'une certaine continuité de ce qui s'est passé là-bas, nous comprenons les codes de ce qui se trouve juste au-dessus et qui pour le compte est vraiment ancien. C'est-à-dire le visage qui s'exprime juste au-dessus du carré. Et qui reprend exactement la même philosophie que celle que nous avions mise dans la grande rigolade de l'étang avec le héron, à part que là elle s'exprime par le haut, le rond, manifesté par la bouche du gnostique qui se trouve au-dessus du carré et qui lui forme un rond. Bon après, soit vous adhérez sur ces compréhensions symboliques et là vous suivez un raisonnement, soit déjà ça vous paraît tiré par les cheveux et là vous abandonnez. Mais ce serait ignorer donc le jeu des réincarnations dont nous venons de parler sur la logique des suites qui a donné une destinée. Ce que vous avez vécu, on est tous la suite d'une histoire que nous avons tracée plus ou moins avec des mémoires, avec des ancrages pour pouvoir rattraper dans le jeu. Puisqu'il n'y a pas possibilité de mémoire continuelle, mais bien avec le 666, c'est-à-dire le sixième sens de l'intuitif, d'avoir que ce soit en méditation ou en réflexion, à suivre les traces de ces fulgurances, de ces fameuses intuitions venues du sixième sens, 666. Et lorsque vous êtes dans cette démarche profonde, personnelle, ésotérique, qui vous est donc très propre, vous avez des perceptions qui viennent vous confirmer cette logique de votre propre histoire, que vous avez quelque chose à terminer quelque part. Ou pas, justement, puisque c'est pas toujours facile à retrouver. Dans cet ermitage, vous trouverez des explications de mystique symbolique que nous avons déjà expliquées sur d'autres vidéos et qui appartiennent au monde de Qatar et notamment avec le X, qui est la croix de la foi. On a déjà expliqué en détail la différence entre la croix posée par le plus et celle de la multiplication qui est donnée par la foi, qui, entre parenthèses, va prendre un essor assez incroyable au niveau mondial, à croire même qu'elle va faire partie peut-être du basculement vers la prochaine ère, puisqu'elle va être utilisée à outrance par Elon Musk et toute sa cohorte concernant le tout nouveau monde qui va s'imposer, que ce soit à travers des applications sur l'intelligence artificielle, sur l'univers virtuel de moyens bancaires ou d'applications diverses et variées pour vous simplifier la vie. Alors, on ne va pas parler en détail de stratégie, puisque ça on le fait en général dans la géopolitique sur la vidéo de fin d'année, où nous étudions dans le Pentagone des résolutions où en sont les 5 familles sur ce jeu d'échecs. Mais on peut au passage le dire puisqu'on parle du X. On revient à la visite de cet ermitage pour, et c'est cocasse, signaler, c'est presque du vandalisme, mais il fallait quand même le corriger. Le centre de cette gravure, le N, était pas dans le bon sens, effectivement. Alors quelqu'un de très avisé, mais qui n'était pas équipé de bon matériel, on dirait, parce que c'est mal fait. C'est pas bien fait, mais si c'est la reproduction de ce qui avait été fait, qui avait été corrigé sous l'ancienne plaque, on a au moins reproduit la même chose. Parce que le N est à l'envers. Faut pas mettre un N à l'endroit sur un carré Sator. Là aussi, on l'a déjà expliqué pourquoi c'est un N à l'envers. Mais celui-ci, donc, était pas correct et quelqu'un est venu le transformer. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que apparaît, grâce à cette transformation, un symbole runique qui lui aussi rejoint tout ce qu'il y a à comprendre dans tout ça. C'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'un N normal et un N inversé superposés, vous comprenez ce que veut dire la haine et l'inversion de la haine qui est l'amour. Il faut les deux pour arriver à cette espèce de nœud papillon là, où vous vous retrouvez d'ailleurs, grâce à ça, la formation d'un M possible. Je le dis au passage pour ceux qui veulent jouer avec ça. Et c'est en rune la lettre d'Agaz. C'est la lettre qui symbolise le passage d'un état à un autre. Et c'est la symbolique du X qui nous est chère, puisque vous le savez, c'est la croix de la foi. Donc Dagaz, c'est aussi une lettre runique, quelque chose qui a un sens. Cet événement qui
peut paraître une erreur, permet de pratiquer quelque chose qui nous est cher également de l'hermétisme, c'est de jouer avec de la géométrie en miroir, en superposition, et le fait de ne pas le faire soi-même, mais que quelqu'un par correction le fasse pour rétablir une vérité géométrique, révèle une nouvelle vérité géométrique qu'on n'aurait pas forcément explorée. Oui, sachant que ce quelqu'un, on ne peut jamais exclure que ce soit son prochain qui corrige. Exactement. C'est ça le prochain. Quand on parle du prochain, aimer son prochain, on est le prochain de la réincarnation d'avant. Tout à fait. Et on peut se dire que ce que on peut penser une erreur, en fait, ça aurait été lissé et corrigé, de sorte qu'on ne voit pas ce qui avait été fait avant. Ça aurait été une erreur. Mais là, on parle de quelque chose qui, une fois corrigé, fait apparaître autre chose. Et ça aussi, ça fait partie de la magie de ces carrés, puisque on peut se dire que la métaphysique, c'est ça, ça a quelque chose d'évolutif avec le temps, qui permet de révéler à un moment d'un cycle, quand c'est opportun, un certain nombre de choses. Alors les carrés Sator, qu'on connaît bien à travers le monde, sont tous composés avec les lettres communément à l'endroit. Ce carré a quelque chose quand même de particulier et de supérieurement symbolique par rapport aux autres. Ça veut dire que la personne qui l'a gravé, ou la personne qui l'a fait graver, connaissait le sens de fonctionnement de ce carré magique, puisque vous remarquerez la subtilité des T de T-net qui sont correctement orientés, c'est-à-dire qui décrivent en partie supérieure et en partie inférieure une inversion, et en partie miroir droite et gauche également, une symétrie qui laisse comprendre la rotativité. C'est quelque chose que nous allons développer un petit peu plus tard dans la compréhension du carré Sator. Ce qu'est le carré Sator, on peut d'ores et déjà le dire, c'est ni plus ni moins, avec 5 mots, l'explication de la fabrication de la matière. C'est ni plus ni moins que le plan de compréhension, de cohésion et d'agglomération de la matière. C'est pour ça que nous allons reprendre quelques diapos de la vidéo sur le carré Sator que nous avions présenté avec sa cinématique pour qu'elle puisse révéler cette compréhension de la mécanique et de l'aspect énergétique qui doit se comprendre dans l'élaboration de la matière. Alors, comme ça n'a pas été forcément compris, nous allons donc reprendre ces quelques plans de la cinématique pour pouvoir vous les expliquer en détail. Comme promis dans cette vidéo, nous allons entrer dans la précision d'explication des carrés et nous allons démarrer avec le carré Sator qui a été l'objet de 2 vidéos dont la deuxième est la plus importante pour cette compréhension de ce qu'est le plan de fonctionnement, le plan de création de la matière. Nous allons faire cette explication avancée de la conscience de l'état de la matière grâce à ce carré Sator. Comment se compose la matière avec son échelle? On verra qu'il y a beaucoup de vide et d'énergie. C'est ce qui fait aussi le problème dans la conscience de ceux qui veulent mystifier, de ceux qui veulent fasciner leur auditoire pour le perdre dans des faux concepts sur la matière et qui peuvent s'emparer de nouvelles idées, notamment grâce à la physique quantique, pour exprimer la non-matière, de dire qu'en fait, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est spirituellement élevé, la matière n'existe pas, on réalise que le temps n'existe pas et que la matière n'existe pas. Ça, c'est le comble pour la conscience et donc les démultiplications des consciences absolues, d'avoir eu le talent justement de créer quelque chose alors qu'il y avait du vide. Rendez-vous compte de l'ineptie que ça peut représenter et le total mensonge, vraiment un but manipulatoire et fascinatoire de dire que la matière n'existe pas. Il faut bien imaginer que tout le talent, toutes les capacités extraordinaires de la création tient à l'expression de la matière. Donc nier ça, c'est être vraiment un nihiliste au plus haut niveau.
le qualificatif que nous employons pour ces fascinants depuis le début sur cette chaîne, avec le milieu New Age qui est le véritable représentant de ce nihilisme et toutes ces dérives, toutes ces déviances qui s'expriment autour de ces fascinations de la matière où le temps n'existe pas. Alors très fort, pour le temps qui n'existe pas, certains disent aussi que le futur est déjà réalisé. En même temps, le temps n'existe pas, mais il y a quand même un futur. Ça fait beaucoup quand même de contradictions tout ça. Hein. C'est surtout que, en fait, on voit pas trop en quoi on serait supérieur si on dénie d'emblée toute forme d'omniscience et d'omnipotence. Et si la matière et le temps n'existent pas, à quoi pourrait nous servir l'omnipotence, l'omniscience, si ce n'est pas pour créer des choses, les jouer, les rejouer et constamment inventer. Pour résumer, on peut le dire comme ça, sans ce support, cette interface d'expression, c'est une inexistence totale. Il se passe rien. Il n'y a même pas du son. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, donc il ne se passe rien. C'est très mortifère au final du coup ça. Hein. Nous allons voir avec l'étude et la compréhension de ce carré Sator également que le comportement de la matière est une vraie programmation. Et on va même philosophiquement et sémantiquement donner les ponts pour expliquer dans le jeu que les joueurs ont laissé aux jouets des indications à travers la langue, à travers le fonctionnement des principes pour pouvoir le réaliser. Soit vous en prenez conscience, soit vous n'êtes pas fait pour en prendre conscience et c'est pas un problème. On le verra, hein, selon le pentagone des résolutions, selon de quelle typologie vous appartenez dans le jeu, dans la chronologie de votre jeu, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas d'élément joué supérieur ou inférieur, c'est juste un décalage obligatoire dans les 5 typologies pour qu'il puisse y avoir un combat. C'est comme un jeu d'échecs, il faut exprimer une opposition, donc un gagnant et un perdant, ce qui n'existe pas évidemment dans l'absolu, où tout est omniscient et omnipotent. Dans l'expression de ce théâtre de jeu, il faut bien des gagnants et des perdants et des idéologies différentes et qui s'expriment du moment selon la typologie de laquelle vous faites partie. Nous verrons que Sator à repos, ou plutôt à repos, il faudrait quand même s'habituer à l'exprimer correctement, Sator à repos, Tenet, Opera Rotas, nous aide à comprendre la différence, et là on mettra un peu plus l'accent là-dessus pour bien le signifier, la différence entre l'univers relatif et l'univers absolu. Ce qui était tout à fait exprimé clairement d'ailleurs dans la religion égyptienne, avec Atum qui prenait l'expression Atum, ce dieu égyptien qui venait, comme par hasard, d'Héliopolis. Intéressez-vous, si vous voulez faire le parallèle avec l'expression qu'il en est donnée dans la religion égyptienne, et vous comprendrez le rôle de l'unique pour le tout. Hein. C'est pas du tout du New Age, c'est vraiment une équation obligatoire de la physique et de la mathématique pour le monde exprimé dans la matière. Dans cette présentation, nous allons effleurer également l'idée plus compliquée. C'est pour ça qu'on n'ira pas non plus la développer à son paroxysme, mais juste l'effleurer pour donner l'utilité à comprendre ici sur le support et l'architecture nécessaires à ce fonctionnement du carré Sator qui oblige un support de mémoire et un décisionnel de conscience intelligente. Si on faisait le parallèle avec ce que nous connaissons en résolution mathématique aujourd'hui, ici dans le relatif, on pourrait dire en mathématiques du calcul que c'est la maîtrise des quaternions. Il y a cette compréhension à trouver dans le parallèle avec les quaternions. Bon, alors comme c'est très compliqué évidemment à développer, puis ça nous intéresse pas vraiment de rentrer dans ce détail de cette mécanique, ce qui nous intéresse c'est d'en aborder la conscience par rapport à la philosophie pour comprendre la cartographie générale du jeu, de l'interaction entre l'absolu et le relatif, pour ceux qui seraient de la typologie 1, de pouvoir le prendre en conscience pour réaliser le souhait d'avoir ajusté cette boussole, hein, puisque comment on pourrait projeter son retour, donc son réveil de l'être du soi-je dans l'absolu, si dans le relatif, le moi-je n'en a pas eu l'idée. Ça peut arriver dans certains cas, mais là, dans cette transition, c'est pas le cas, donc il faut bien qu'il y ait une résolution. A priori, il vaut mieux, oui. Donc, tous ces éléments que nous présentons sont là pour ça, c'est pour cette prise en conscience. Alors pour les femmes, je sais que c'est plus difficile, parce que ce que nous voyons là, c'est quand même typiquement masculin. Mettre les mains dans la matière, c'est presque de la mécanique. Je veux pas faire du sexisme, d'attribution sur les disciplines, mais c'est comme ça, c'est la nature des choses. C'est quand même pas très féminin.
Mais pour autant, on l'a dit, ce sont des carrés magiques. Je pense qu'ils peuvent toucher tout un chacun qui cherche, notamment l'aspect philosophique aussi, qui est peut-être un peu moins masculin. Après, on trouve chacun son chemin de résolution, mais les carrés, en principe, parlent à tout le monde. Avec plus ou moins de difficultés, évidemment. On le constate sur la périodicité de vues sur cette chaîne. Ce sont souvent les mêmes personnes qui regardent plusieurs fois les vidéos, puisque effectivement, il est quand même recommandé, lorsqu'on n'a pas forcément intégré une idée, un concept, de le remanier, de le réfléchir, de réécouter pour pouvoir le cerner réellement. Tout simplement le comprendre. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour dédramatiser un petit peu, même si c'est pas votre partie de comprendre exactement la mécanique de la matière, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est avant tout d'en avoir l'idée de l'utopie, de la philosophie, de ce pourquoi vous êtes venu jouer dans le relatif, et ce pourquoi votre idéal d'aujourd'hui rejoint l'utopie pour repartir du bon côté. Là, c'est une prise en conscience de faisabilité de la matière qui peut aider certains à définir la subtilité des différences entre vivre dans le relatif et dans l'absolu, mais elle n'est pas absolument nécessaire. Pour gagner du temps, on va pas revenir sur cette longue vidéo de présentation du carré Sator animé, qui dans sa cinématique fait très bien comprendre le génie et l'intelligence de cette projection qui fait de la 2D en 3D. On va juste, pour se rafraîchir la mémoire, pour en comprendre le sens, la signification, le remettre dans son ordre justement de projection en 3 dimensions. Sator, à repos, ténet, opéra, rotas. On rappelle le sens. Sator, ce qui est fixe. Alors, certains puristes de la langue diront non, mais ça marche pas, parce que c'est pas Sator, c'est Stator. Ce qui est fixe, ce qui est stable. C'est pas faux. Mais il y a une subtilité plus grande, c'est que dans le concept de Sator, comme c'est une stabilité très relative, vous pouvez très bien intellectuellement, si vous n'êtes pas psychorigide, comprendre qu'on peut utiliser le mot Sator. Parce que ce n'est pas statique. Donc ça n'a pas à être Stator, c'est Sator. Et ça, peut-être vous le comprendrez plus tard avec le développement explicatif du détail de ce plan à créer la matière. Pour faire le résumé très rapidement, Sator, donc ce qui est fixe, à repos, au repos évidemment, c'est du français, ténet, tient, opéra, ce qui opère, donc l'action, sur, rotas, ce qui tourne. Et là, je précise que ténet est bien évidemment l'axe qui tient par l'intérieur, c'est très important de le comprendre, puisqu'il se retrouve en palindrome horizontal et vertical sur le plan du carré Sator. C'est bel et bien lui, la croix, dans les 3 dimensions, qui réunit les forces qui s'expriment autour de lui. Et c'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans la philosophie également du carré Cathare, puisque je rappelle, Cathare, Areta, Ténet, Atera, Ratak. On a Ténet également qui se trouve en son centre, et on le verra plus tard, c'est pas un hasard. On l'a vu grâce à l'animation de la vidéo du carré Sator, c'est lui qui maintient aussi l'organisation orientée de la matière. C'est ce qui va donc déterminer un plan, une structure, une architecture de la matière pour qu'elle ait une cohésion et qu'elle réponde à une certaine intelligence et on le verra plus tard, quelque chose d'important qui doit être compris à travers la matière et même le mot matière. On vous invite bien sûr une fois de plus à bien analyser, à bien méditer le rôle de chaque élément et de leurs interactions, en rappelant la phrase de cette architecture, Sator à repos ténet opéra rotas, ce qui est fixe au repos tient l'action sur ce qui tourne, et autrement formulé, Sator l'antimatière, par l'action de fixation à repos, contient la matière, donc rotas, animée par l'action dynamique de l'opéra, ce qui opère. Le tout stabilisé et orienté par l'axe, le vrai terme d'ailleurs, il faut le prendre en 3D, serait un multi-axe qui est ténet. Le problème en tant que moi-je relatif, c'est que dans la conscience relative, l'incompréhension qui est nécessaire d'ailleurs pour le jeu de Sator à repos peut se perdre dans la métaphysique magique déviante. On en a parlé, c'est ce qui fait l'incompréhension de la métaphysique qui entraîne le New Age à pouvoir gruger les moi-je dans un raisonnement absolument faux, alors qu'il est clair et net lorsqu'on comprend comment la métaphysique s'articule, que peut représenter cette fameuse combinaison de Sator à repos.
C'est d'ailleurs, on le redit au passage, le fameux mystère de la physique, dans la cosmologie aussi d'ailleurs, de ce qui est appelé la matière noire ou l'antimatière. C'est tout simplement l'aspect métaphysique. C'est la chose qu'on ne comprend pas encore dans l'équation, et c'est tout à fait normal, puisque selon le degré de conscience que vous avez en tant que moi-je dans l'étape du jeu, dans la chronologie du pentagone des résolutions, de par votre conscience, vous n'avez pas droit forcément à la même maîtrise de la physique et de l'énergie. Et ça, vous le comprenez lorsqu'on va développer un petit peu plus loin l'imagerie, la compréhension par l'image de ce qui est très petit, de ce qui s'opère dans la matière. C'est que cette cohésion qui tient les choses, qui tient les planètes autour du Soleil, qui tient l'électron ou les atomes dans une articulation de cohérence, c'est bel et bien pour nous de la métaphysique. C'est au-dessus de la physique exprimable et explicable par le moi-je du relatif. Nous en étions arrivés à mettre en forme ce qu'exprime la phrase du carré Sator avec ce plan-là d'articulation en 3D. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, il est clair. Sator, c'est bien ce qui tient, la matière noire, ce qui est appelé l'antimatière, et qui tient à travers l'axe de Ténet et sa partie manifestée Rotas, qui, elle, en fait, est le fruit de l'opération, c'est-à-dire de l'énergie déployée pour qu'il se passe quelque chose. Ce plan est réellement la mécanique de base de l'expression de la matière. Ni plus ni moins, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, une performance incroyable intellectuellement, d'avoir pu, je ne sais pas si vous arrivez à saisir la magnificence de ce plan-là, d'avoir pu exprimer avec 5 mots ce qui constitue le tout de la matière exprimée. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le paternoster ou des laboureurs, comme tu disais, qui charruent les champs. C'est quelque chose pour la conscience d'un individu qui est déterminant dans sa connaissance du zoom de ce qui fait son environnement et de quoi il est lui-même composé. C'est un peu le fondamental. Donc on passe rapidement, puisque si vous n'avez pas encore saisi cette architecture de la matière, nous vous invitons bien sûr à aller voir la vidéo complète à ce sujet pour son animation. Mais là, nous allons entrer dans les détails de ce que ça implique dans notre compréhension entre notamment les différences entre le comportement de la matière dans le relatif et dans l'absolu. Puisqu'il faut le rappeler au passage, nous l'avions déjà glissé dans pas mal de nos explications en vidéo, la différence déterminante de l'état de la matière entre le relatif et l'absolu, c'est bien le comportement qui répond d'une programmation de la matière. On l'avait illustré sur des photos qui montraient bien des végétations dégradées et des végétations qui pouvaient rester stables dans un système qui n'est pas le nôtre, puisque nous ne connaissons que la matière qui se dégrade, et qui sert d'ailleurs, paroxysme de la folie du jeu, qui sert de compost pour la suite de la vie, donc la reproduction. C'est quelque part, vu de l'absolu, schizophrène et même qui touche à la psychopathie. C'est le propre de l'entropie en fait. C'est de l'entropie, quelque chose qui n'existe pas dans l'absolu, qui, lui, et là on peut le mettre le T, qui est stable. Même si ça bouge, son état l'est, donc il est stable. Ce petit préambule, c'était pour vous rappeler que vous constatez réellement tous les jours cette entropie qui nous casse les pieds, il faut bien le dire, et autre chose même, puisque vous pouvez la constater dans la dégradation de votre automobile qui tombe en panne, les végétaux qui ont quelquefois des difficultés à pousser pour vous nourrir, ces belles fleurs que vous voulez entretenir qui devront être renouvelées chaque année, sinon le massif va se perdre. Notamment, tu as remarqué, surtout dans des herbes qu'on ne veut pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui fait qu'ici, si on n'a pas un point de recherche, si on ne cherche pas à comprendre qui on est, ce qu'on fait ici, pourquoi ici, quel est le sens de notre vie quelque part, et ce qui nous permet après d'envisager le où on va. C'est un jour sans fin en fait. C'est un jour sans fin. On nettoie, on salit, on coupe, ça repousse, on vit un jour sans fin. Toi qui entretiens des massifs fleuris, par exemple, tu en as vraiment ras-le-bol de remettre l'ouvrage sur le métier. Je pense que tu me dis ça parce que tu as noté un relâchement certain. Je crois qu'on en a tous un petit peu assez de traîner dans le relatif. On a envie de profiter quand même de la stabilité de l'absolu. Voilà, c'est-à-dire beaucoup de travail pour
En fait, si on fait un petit peu attention, si on est un peu dans l'observation en particulier de la nature, que beaucoup disent « Oh, elle est si belle la nature ». Non, elle est pas du tout belle. Laissez la nature faire, vous aurez des ronces partout. Et si on analyse un petit peu, on prend en considération la somme d'énergie, puisque notre travail, ce n'est que de l'énergie, et du temps, même si pour certains il n'existe pas. Quelque part aussi, c'est le but du jeu. Mais pour certains, ça devient insupportable. C'est le but. Si effectivement on est en recherche, on le comprend très bien, ce but. Et effectivement, s'il n'y avait pas cette entropie, si nous-mêmes on ne vieillissait pas, etc., le jeu serait pas du tout le même. Le jeu, il est dans la dualité et l'entropie. J'en reviens encore une fois au fait qu'on a la pression d'un temps limité pour arriver à ce but, une fois qu'on l'a déterminé. C'est pour ça que certains sont encore très amoureux de ce jeu et n'ont pas du tout comme projet d'en sortir. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas de religion universelle à prôner ou à avancer ou quoi que ce soit à imposer, puisque dans le fonctionnement, pour que le jeu ait lieu, il faut des interactions de contradictions, donc des typologies différentes. Et c'est bien pour ça que si certains comme toi en ont ras-le-bol de jouer dans la matière, à être des transformateurs et non pas des créateurs, il faut bien se dire que certains ont vraiment cette passion, et c'est vrai qu'on la comprend puisque on l'a intégré complètement, de devoir être des alchimistes constamment en se servant de l'énergie et de la matière ici pour tout le temps la transformer, quoi. Alors dans cette série de diapositives, pour vous situer le contexte par rapport à la chronologie que vous devriez comprendre sur le jeu d'échecs qui se poursuit avec des périodes et des cycles qui se complexifient, pour le caler sur la compréhension de la matière, donc grâce à ce carré Satorne, dont on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'il signifie concrètement, il y a une chronologie, puisqu'on parlait aussi d'atomes et d'hélios tout à l'heure, une chronologie de la maîtrise énergétique à comprendre. Vous convenez que dans la matière et l'énergie que nous utilisons, historiquement, c'est pour ça qu'on le dit à tous ceux qui n'ont pas ras-le-bol de jouer dans le relatif, que les 25 000, plus 25 000 ans, etc., qui vont se succéder, c'est pas fini, on n'est qu'au début du jeu. Certains veulent déjà partir, mais c'est normal, puisque pour comprendre la périodicité, ça veut bien dire que le temps passé dans le jeu est identique, donc il remonte à une incursion, je vais dire, une incursion dans le jeu qui représente une durée de circonvolution totale qui permet la sortie du jeu. Nous sommes au début du jeu par rapport à ce que nous connaissons actuellement dans les consciences des mois-jeux relatifs, puisque l'électricité utilisée de façon massive dans les nouvelles technologies, c'est 100 ans maximum. Mais juste avant, qu'est-ce que c'est qui nous servait dans la matière pour faire de l'énergie ? Le bois, par exemple, ou même la saloperie, le pétrole, pour faire du feu. C'était pour chauffer, pour faire la cuisson, pour s'éclairer aussi, il faut imaginer tout ça. Et dans la compréhension du pentagone des résolutions, avec la maîtrise technologique et énergétique qui s'y calque, nous sommes passés dans la compréhension de forces mécaniques que nous avions utilisées auparavant à travers l'esclavage, pauvre bestiole, des animaux, après par la mécanique, plus de la physique et de la chimie par la machine à vapeur, et enfin, comme nous l'évoquions juste avant, enfin, oui, le générateur électrique, ce qui va permettre de mouvoir l'électron. Et là, au départ, malheureusement, c'était quand même la même matière qui permettait de faire le feu, des centrales à charbon, des centrales de pétrole, et enfin, les panneaux solaires sont arrivés. Et là, c'était quand même le moment déterminant qui faisait basculer vers la production électrique, qu'on peut qualifier de moderne, mais dans les prémices. Là, c'est le début de cette conscience à pouvoir utiliser la matière par électron, de par son énergie radicale. Ce qui nous permet d'avoir des solutions thermiques et mécaniques qui sont beaucoup plus propres qu'à l'époque, évidemment, que je qualifierais du feu. On n'ira pas plus loin, puisque là, vous comprenez bien que ce serait de la prospective et du renseignement pour les prochaines typologies qui prendront le pouvoir dans le jeu. Là, nous en resterons à la maîtrise de la génération de l'électron, le générateur électrique qui permet
l'électronique, qui permet le déplacement avec la motorisation, qui permet également le confort de vie, que ce soit à travers la production agricole, ça viendra petit à petit, et la maîtrise des calories. Mais il faut imaginer que dans la conscience humaine, on n'en reste pas là. Là, c'est juste le début par rapport à l'aventure de la typologie 3, qui permet de passer de l'explication des dieux, comme par exemple dans la Grèce antique où on donnait sur les principes physiques des noms de dieux. C'est pas qu'ils étaient stupides, c'est qu'il fallait bien matérialiser une force. C'est une force, un principe qui est nominativement décrit, dont on va parler autour d'une allégorie, mais qui reste juste. Là maintenant, vous avez la maîtrise non seulement de la compréhension du comportement de ces forces-là, mais en plus, puisque vous en comprenez les plus petites particules, vous allez donc la maîtriser. Mais c'est pas le final pour arriver jusqu'à la métaphysique. Entre-temps, il y a pas mal d'étapes, puisque l'étape suivante sera évidemment à travers les amis extraterrestres ou ennemis, il y a de tout, qui font que passer peut-être cette fois, mais qui s'installeront la prochaine fois, ou qui donneront, en tous les cas, l'impression d'apporter une nouvelle technologie. Et là, ce sera différent, évidemment. On passera à un stade supérieur, celui d'avoir de l'énergie sortie du vide. On est presque dans la métaphysique, là, il faut bien le dire. Ce sera une interface toujours dans la logique de la compréhension de moi-je relatif. On parlera par exemple de la physique des plasmas avec le contrôle aussi de la gravité, de l'antigravité, etc. Mais ça restera de la transformation. C'est pas de la création, c'est pas de l'omnipotence, c'est toujours d'avoir à prendre un élément qui existe déjà pour soit le modifier, soit le contrôler. Donc, vous pouvez tirer le fil de cette logique et vous comprendrez ce qui se passera après jusqu'à la typologie 5 de nos fameux faux métaphysiciens dont les soigeux, dont les joueurs auront donné de faux pouvoirs limités pour qu'ils s'affrontent dans la métaphysique avec les fameuses baguettes magiques et tout ça. Là, nous nous sommes arrêtés à notre époque, mais n'hésitez pas à faire des méditations pour bien comprendre où ça mène tout ce principe. Et dans ce schéma où on peut voir des forces rétrogrades, en sources génératrices qui vont fabriquer de l'électricité, on va même rajouter quelque chose qui fait un peu la période tampon de compréhension entre la matière la plus petite et son utilisation la plus grande, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu des combustibles fossiles, la force hydraulique ou éolienne, mais aussi cette fameuse fission nucléaire. Certains iront plus loin, même dans le délire de la fusion aussi nucléaire. Ce sont des sources de l'intelligence humaine relative utilisables, c'est vrai. Mais lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'elles représentent dans la physique de la philosophie des émotions que moi-je est venu vivre dans le relatif, c'est un élément de destruction terrible, c'est un élément de destruction, une épée de Damoclès qui permet de vivre d'ailleurs des aventures fantastiques, puisque sur l'échiquier, c'est ce qui fait que dans la géopolitique, il existe des tiraillements, des stratégies extraordinaires, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi l'élément des émotions les plus crasseuses qui peuvent engendrer des situations les plus horribles. Toute cette chronologie de la maîtrise de l'énergie doit vous faire comprendre aussi que l'origine de l'énergie est unique, que ce soit celle que nous avons évoquée à travers la fission, la fusion nucléaire, les forces hydrauliques, éoliennes, fossiles, etc. Dans le relatif, je dis bien dans le modèle d'un univers relatif, tout n'est engendré que par Hélios. Donc le soleil fournit les forces mécaniques, que ce soit à travers l'horizontalité, l'animal, la machine à vapeur, donc les combustibles fossiles, etc. Si vous avez compris, l'intelligence maintenant, c'est plutôt de passer en direct, c'est-à-dire dans le vertical, direct du soleil au photovoltaïque. Après, vous comprendrez ce que vous voudrez avec ça, mais le côté horizontal, une fois de plus, c'est à proscrire. C'est ce qui va créer des problèmes.
Par contre, si vous voulez vivre un âge d'or qui sera le plus apaisé possible, et normalement ce sera le cas, vous allez utiliser, mais vous avez vu qu'il y a de la résistance quand même, hein. Il y a toujours ce combat de ceux qui veulent, alors soit du pétrole, garder le pétrole, soit garder du nucléaire, qui vont vous dire les voitures électriques, c'est pas bien pour ceux qui veulent du pétrole. C'est plus compliqué pour ceux qui veulent garder les centrales nucléaires, les voitures électriques, c'est pas mal, mais bon, il y en a trop, alors ils savent pas. Bon, là on est dans un chaos très difficile, hein. Mais dites-vous bien que des solutions, elles y sont. Le stockage énergétique, les batteries, etc., c'est ce qui va donner justement toutes ces solutions qui sont pour l'instant très difficiles à envisager sur la totalité de la planète. Mais l'axe vertical, il est bien là, il faut le comprendre. La génération électrique directe du photovoltaïque, pour l'instant, c'est la seule et la meilleure solution pour passer directement du fournisseur universel jusqu'au joueur du relatif. La résistance qu'on constate aujourd'hui, elle est aussi affaire de conscience. Normalement, le photovoltaïque nous interroge aussi sur notre capacité d'autonomie, parce qu'il n'y a aucun intérêt à continuer à raisonner sur le fait qu'un grand opérateur va remplir des champs de panneaux qu'il va acheminer en perdant en plus de l'énergie jusqu'à chez nous. Le photovoltaïque, il nous interroge sur notre propre capacité à générer l'énergie dont nous avons besoin et donc à se poser la question de savoir si notre vie, elle est adaptée aux besoins que l'on a aujourd'hui. Et très certainement que tout un chacun demain ne va pas vivre comme il vivait il y a 20 ans. Les résistances, elles viennent du fait que si on n'a pas cette interrogation, on n'arrive pas à comprendre pourquoi avant c'était possible, pourquoi avant c'était pas cher, et pourquoi demain, à cause d'un discours qu'on va taxer par exemple d'écologiste sur le plan politique, on peut plus avoir ce que l'on avait au prix où on l'avait avant, etc. Donc c'est aussi une affaire de conscience et de remise en question de notre mode de consommation, de l'entropie que l'on génère nous-mêmes par ce mode de consommation, et d'être demain, en fonction d'un besoin qu'on a adapté, notre propre fournisseur, parce qu'il y a un souhait et une nécessité d'autonomie. Je ne rebondirai pas sur tes propos, puisque c'est vrai que si nous devions développer tout ce qu'il y a à dire autour de ce combat que tu viens d'évoquer, on y passerait une semaine. C'est vrai que les manipulations sont énormes. Toi non plus, tu n'as pas voulu développer. Que ce soit les mensonges, que ce soit les influences faites autour de ce vrai problème, puisque ce qui émancipera l'individualité et par la psychologie, on va parler de la psychologie jungienne, l'individuation des joueurs relativement jeux, c'est bête à dire, mais ça passera pas forcément au début par la philosophie, mais bien par l'individualité et l'autonomie énergétique, donc par cette fameuse verticalité du soleil aux joueurs. Et tout ce qui s'oppose à ça, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que c'est l'ancien monde. Donc c'est ce qui est appelé à s'éteindre et à disparaître. Et cet ancien monde, de toute façon, c'est malheureux. Mais pour qu'il disparaisse, c'est par le prix qu'on le fait disparaître. Et ce qui est terrible aussi, bon, alors, finalement, on y met les doigts dedans, c'est reparti. Non, on va juste pour dire une chose qui est terrible, parce qu'il faut le dire, c'est que les manipulateurs de l'ancien monde, pour garder le pouvoir, se servent des règles qu'ils savent bonnes, qui devront s'imposer dans le futur, pour vous les imposer, mais à leur manière, en continuant à vous les faire payer, alors qu'ils ne peuvent plus normalement vous les faire payer. Ces individus néfastes vont quelque part diaboliser les solutions qui sont pourtant les bonnes. Que le fait à un moment d'être végétarien, de rouler en voiture électrique, d'utiliser l'énergie solaire propre, etc., et une partie des gens qui vont résister, alors que c'est la solution, mais ils vont résister parce qu'ils n'ont pas envie que ça leur soit imposé de cette façon-là. Pour autant, il faut se dire aussi que c'est la moins mauvaise des pressions, quelque part, le prix, puisque il nous fait réfléchir, je dirais, sans souffrance, parce que on peut imaginer aussi que on aurait pu renoncer et s'interroger, comme tu disais, sur le caractère de ce changement énergétique et donc de notre propre autonomie énergétique autour d'un événement catastrophique du type explosion nucléaire ou etc. Donc, quelque part, ce qui se met en place se met peut-être en place par la moins pire des pressions. Nous resterons sur cette prospective qui, pour l'instant, en tous les cas, c'est vrai, est plutôt rassurante du pire qui est évité, pour l'instant. Pour bien comprendre comment fonctionne cette mécanique du carré Sator, et donc de l'organisation de la matière à travers ses plus petits éléments, atomiques et électriques,
il faut avoir une conscience des échelles de la matière. Nous faisons donc une représentation imagée pour bien faire prendre conscience de ce dont quoi nous sommes constitués et de ce qui constitue notre environnement de la matière. Et là, c'est malheureux, mais dans les référentiels que nous connaissons tous, nous allons nous servir du football. Ça va faire plaisir à tous les intellectuels, puisqu'on a tous en perception l'échelle que représente un stade de foot. Un stade de foot, c'est assez vaste, surtout quand nous allons préciser l'échelle atomique en proportion d'un stade de foot avec un noyau, le noyau de protons de l'atome qui se trouverait au centre de ce stade de foot, ce noyau qui aurait, on va zoomer, la taille d'un grain de riz au milieu de ce stade de foot. Donc ça c'est le noyau, et c'est au niveau des cages de but que graviteraient d'électrons. Il y aurait donc 50 mètres de vide entre le noyau et l'électron qui s'y rattache. Nous vous laissons méditer et prendre conscience de tout le vide dont la matière est composée. Mais ça, c'est un raisonnement, si nous en restions à ce concept de vide, qui s'apparenterait aux mystiques de ceux qui fascinent avec le New Age, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas le vide, bien évidemment, mais c'est plutôt la partie animée. Et lorsque vous prenez conscience, et on va le voir plus tard dans les diapositives qui suivent, que tout, du plus petit des objets jusqu'au plus grand, que ce soit une planète, que ce soit toute la matière de la masse d'un système solaire, d'une galaxie, appelle à cette réflexion, certes qu'il y a beaucoup de vide, mais qu'il y a quand même beaucoup de génie à créer une structure qui représente de la matière intelligente, qui sait se déplacer, qui sait garder sa cohésion, et qui elle-même est en déplacement. Donc une fois de plus, c'est quand même très insultant de dire que la matière n'existe pas, et que le temps n'existe pas, puisque pas de temps, pas de chronologie, donc pas de matière, on l'avait déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il fallait avoir, tout d'abord, avant de développer, avoir cette conscience des échelles pour comprendre un petit peu mieux, au passage, les aberrations qui sont avancées par le New Age, et bien insister sur l'aspect du chronos, de la logique, de la chronologie nécessaire, donc du temps obligatoire pour qu'il y ait de la matière. Pour exagérer le raisonnement, si vous arrêtez le temps, vous arrêtez l'énergie, vous arrêtez la matière. Et une fois de plus, on est chez les nihilistes, il n'y a plus rien. Pour que la matière existe, pour que quelque chose se passe dans notre aventure, il faut obligatoirement la chronologie, il faut du temps, un ordre de succession. Et pour bien imager ce qui fait que la perception de la matière est possible, c'est bel et bien la vitesse des électrons autour du noyau, qui est représenté par ce nuage électronique, qui, à la façon d'une roue avec des rayons, s'il était arrêté, vous passez le doigt à travers, et lorsque la roue tourne très vite, vous ne passez plus le doigt à travers. C'est l'exemple le plus parlant pour avoir la compréhension que la chronologie, donc que le temps et que la matière existent bel et bien. On peut l'affirmer, la vitesse électronique permet la consistance matérielle. Pour imager dans les 3 dimensions, et ça reprendra un petit peu l'idée de la roue ou d'un ventilateur, lorsque nous arrêtons à un instant T le plan d'occupation volumétrique, certes il n'y a pas grand-chose, mais selon la vitesse de déplacement de tout ce qui crée cette organisation de la matière, dont nous verrons quelle est l'origine, puisque ça c'est important, il faut parler aussi de métaphysique, si on accélère le mouvement, on s'aperçoit que du rien, il y a beaucoup de présence au final, puisque c'est une vitesse et donc une omniprésence du volume d'occupation. Ce qui nous refait affirmer, et c'est là que la physique a beaucoup de mal, puisqu'elle ne peut pas arrêter l'instant, le temps arrêté ferait un spin 0, serait bien égal à pas de matière, ou presque pas. Puisque certains diront, mais le proton, le neutron sont bien présents. Mais eux-mêmes sont composés de quarks qui obéissent à la même règle de réflexion. Ça sert à rien d'aller le développer plus loin, vous en comprendrez les subtilités d'échelle. Vous pouvez donc d'ores et déjà balayer tous les New Age avec ces concepts de temps et de matière qui n'existent pas,
Ça, c'est l'aberration de la folie du moi-je relatif la plus absolue, si on peut mettre justement de l'absolu dans du relatif une fois de plus. La matière, on peut le dire, elle dépend donc d'une vitesse. S'il y a une vitesse, c'est donc une énergie de mouvement. Et dans cette diapositive, il y a une petite subtilité que nous n'allons pas développer maintenant, mais qui vous donne un indice sur ce qui va être développé un petit peu plus tard, sur la compréhension de ce qui crée cette vitesse et cette énergie, et qui, on peut le dire d'ores et déjà, peut créer une différence de constatation selon le point de vue qu'on peut déterminer relatif au rapport de cette vitesse. Si vous êtes un moi-je relatif, compris dans un monde matériel déterminé à la vitesse relative du moi-je, pour illustrer ces différences relatives de point de vue, nous allons parler d'un missile, parce qu'on n'aime pas la guerre, mais ça peut servir aussi. Nous allons parler d'un missile, puisque ça va très vite, c'est pour ça, qui traverse le champ de vision de moi-je relatif et bien plus éloigné que le moi-je relatif, le soi-je absolu, le joueur donc et son jouet par procuration, qui assiste au même déplacement dans l'environnement de ce missile dans le relatif. Vous comprendrez aisément que le point de vue du moi-je relatif est beaucoup plus restreint, beaucoup plus rapide, beaucoup plus succinct que celui du soi-je qui lui a une perception plus élargie. Alors ces concepts sont faits pour comprendre les différences évidemment relatives de point de vue, même si ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. C'est pour une compréhension de la perception de la matière, notamment de ce qu'elle a de juste subi dans le moi-je du relatif, mais surtout, et là c'est plus dur à imaginer, dans ce qu'elle a de créé par rapport au soi-je. Dès lors, il devient pour nous ici plus facile de le rapporter à cette compréhension par rapport à une distance et une vitesse. C'est exactement la même idée que nous voulons essayer de vous faire prendre en conscience par rapport à la perception de la matière et donc de la compréhension de l'organisation de cette matière. On peut aussi au passage aborder dans la compréhension la différence d'aptitude, de niveau de perception qui est autorisée à un joueur moi-je relatif et les possibilités sans limite du soi-je qui lui intègre son omniscience et son omnipotence pour la création de cette matière. Si vous n'avez pas la perception de cette idée de conception de la matière que nous voulons vous transmettre, on va l'aborder sous une forme, sous une compréhension différente, en définissant la matière. Et là, une fois de plus, vous savez comme nous sommes attachés dans ce logiciel à la France et aux Français, cette langue merveilleuse qui recèle des trésors cachés de compréhension extraordinaires, et ce mot matière, dans sa définition, la matière, qui peut être compris comme l'âme à tiers, composée de 3 tiers, et qui vous donne la solution de ce qu'il faut trouver dans la composition de ce qui fait la compréhension de la matière. On l'a déjà vu, on l'a déjà développé, on a essayé bien de le faire comprendre. Cette matière, pour qu'elle soit tangible, pour qu'elle soit concrétisée, elle est composée, on l'a vu, tout d'abord de mouvement, donc de l'énergie. Ça, c'est le premier tiers de l'âme à tiers. Dans les différentes strates, les différentes lames qui composent ce millefeuille organisé de la matière, on trouve également une obligation d'avoir un plan de cohérence. C'est ce qu'on appellera l'architecture. C'est le deuxième tiers de la matière, c'est le plan d'architecture, sans quoi rien ne peut être cohérent. De l'énergie déployée pour rien, dans rien, ça fait rien. Qu'on est obligé d'avoir une cohérence, une intelligence d'organisation, de coordination, et ça, c'est ce que nous appelons l'architecture. Mais ça ne suffit pas pour faire la matière. Il faut l'énergie, il faut l'architecture, et il faut le troisième tiers. Alors, lorsque on discute de cette grande réflexion avec des personnes qui veulent bien s'adonner à la philosophie de notre passage sur Terre, en général, ces deux éléments sont ceux qui sont trouvés le plus facilement. Tout à fait. C'est le côté simple et constatable, quelque part.
Mais le troisième tiers est souvent très difficile à faire découvrir à toutes les personnes qui veulent réfléchir à ces trois tiers. Cette matière, puisqu'on a besoin de la matière, elle est obligatoire pour jouer, que ce soit dans l'absolu ou le relatif, il y a toujours de la matière. Mais elle n'est pas programmée de la même façon. Nous verrons la différence un petit peu plus tard, et vous l'aurez peut-être déjà compris, évidemment. Ce troisième tiers, il est tout simple. Si nous sommes en train d'en parler en ce moment, si nous sommes en train de profiter d'une langue, d'un cerveau, de cordes vocales, c'est bien que nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes constitués de cette âme à tiers. Nous utilisons donc, ou quelqu'un utilise pour nous, cette énergie, cette architecture, ce plan. Mais donc, le troisième élément indispensable, et qu'on oublie toujours, et c'est ça qui est terrible, c'est quand même terrible puisqu'il fait partie justement de la radicalité de la chose, de l'essentiel, c'est bien le décideur. Il faut une conscience pour le vouloir. Et c'est ce que nous appellerons donc la volonté. S'il n'y a aucune conscience à la base, à l'origine de la matière, il n'y a pas de matière. La matière, puisqu'elle n'a pas d'intelligence, ne va pas décider d'elle-même de se constituer par elle-même. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui fait que le darwinisme est une aberration également complètement assimilée en tant que moi-je dans le relatif. De croire que la matière peut s'organiser d'elle-même toute seule sans que personne ne le décide pour constituer à travers une succession de hasards quelque chose qui puisse prendre vie et donner conscience. Alors qu'on est totalement dans l'inverse du processus de l'intelligence de la création qui nécessite plutôt une conscience, donc une idée et une intelligence qui va ensuite se servir et inventer l'énergie et l'architecture pour créer son environnement et se créer soi-même. Donc là, nous avons, à travers le français et ce mot de matière, les trois éléments qui constituent la compréhension de ce que nous sommes ici ou dans l'absolu, puisque c'est nécessaire également dans l'absolu. Et ça a d'ailleurs démarré dans l'absolu. L'énergie, l'architecture et la volonté. La couleur vous fera bien comprendre d'ailleurs où se situe le mouvement, le plan cohérent et la conscience, qui est déjà plus difficile à trouver. Où se situe cette conscience? Dans un point d'interrogation. Belle forme donnée de façon intelligente également pour symboliser le questionnement. Et cette interrogation, il faut la comprendre également dans l'interaction qui se joue entre la conscience de soi-je et de moi-je pour comprendre tout l'intérêt qu'il y a à jouer ce jeu dégradé, de la physique dégradée, dans le relatif. On n'ira pas plus loin, vous avez sûrement compris par l'aspect philosophique que vous avez déjà retrouvé dans toutes les vidéos que nous présentons sur l'intérêt à justifier, comme tu disais, qu'il n'y a pas un démiurge de l'autre côté, mais bel et bien le concept du bien absolu, c'est pas un psychopathe qui joue avec nous. Il faut l'espérer quand même. Si on n'est pas encore convaincu. Oui, c'est quand même une évidence, ne serait-ce qu'à travers la compréhension aussi de la matière. Puisque là, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, comme dans le darwinisme, faire le processus inverse d'intelligence rétrospective inversée. Ça ne marche pas. Donc ça veut bien dire que l'origine de la création ne peut être que du bon côté. On va pas développer cette philosophie, on vous laisse le soin de faire des méditations, de bien le penser et peut-être enfin de vous rassurer, parce que c'est vrai que dans ce chaos-là de fin de temps, de transition d'une thématique à l'autre de notre jeu d'échecs joué ici dans le relatif, ça fait partie des tourments qui sont là pour le compte omniprésents. Oui, complètement. Je voulais rajouter que si on compare avec nos cours de physique de je sais plus quelle année, où on nous apprend le proton, l'électron, etc. On voit bien ce qui manque, ce troisième élément de conscience, et on comprend bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne se sont pas interrogés sur les questions dont on a parlé tout à l'heure, et qui n'ont pas l'envie de sortir du jeu, parce que une fois qu'on s'est interrogé, qu'on sait à peu près qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'on comprend qu'ici on n'est pas une victime et que on a voulu nous-mêmes jouer ce jeu pour justement la trouver, cette porte de sortie, et vivre et savoir en tant que moi-je se déterminer sur cette porte de sortie et avoir cette envie de réintégrer ce soi-je.
on voit que au travers juste de la question de la matière, donc de ce que l'on est, de ce que l'on touche, de ce qu'on manipule au quotidien, on est obligé d'intégrer un concept métaphysique. Et si on ne s'est pas interrogé, et si on n'a pas cet éclairage de la possibilité de sortir du jeu, et si on n'a pas déjà fait le choix de savoir quelle sortie du jeu on pouvait envisager, bah évidemment qu'on nie le temps, qu'on nie la matière. C'est évident, parce qu'en tant que scientifique notamment, quoi de plus intéressant que de créer, comme tu dis, de la fascination en déboussolant tous les concepts, ce qui renie la matière. Mais alors c'est tellement gros que ça passe, et c'est ça qui crée la fascination. Plus c'est gros, plus ça passe. On réduit la métaphysique au rien, au néant, mais on devient un gourou d'une fin des temps pour pouvoir non pas sortir du jeu, mais être en pole position sur le jeu suivant. Donc, ne serait-ce que par le mot matière, juste on déroule ce mot matière, ce qu'on est tous, on comprend ce qui se joue, un des enjeux majeurs aujourd'hui, et un des plus gros mensonges de la métaphysique, mais sur une fin de cycle, quelque part, ça fait partie du jeu. Et tout ça, c'est dans le carré Sator. C'est quand même extraordinaire, parce qu'on revient au plan du carré Sator, et vous comprenez bien maintenant que ce qui manque à la physique dans la compréhension, donc qui est du ressort de la métaphysique, c'est bel et bien ce fameux Sator à repos, qui est justement le décideur. Quelle est l'explication de ce qui opère la rotation ? Ça, on a facilité à l'intégrer, on nous dit c'est l'énergie, sans s'apercevoir que ça dépend aussi d'ailleurs du Sator, hein. Mais bon, ça choque pas. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que, au-delà de la gravité, il y aurait quelque part de l'antigravité, ou quelque chose qui empêche d'échapper à la règle qui ferait une incohérence ou une décohérence de la matière ou des planètes autour du Soleil, là on appelle à des concepts complètement farfelus, donc de matière noire ou d'antimatière, alors que maintenant vous pouvez bien mettre un concept de compréhension sur le Sator à repos, puisqu'il n'a pas besoin d'opérer. Il est à repos dans son idée de créer la loi en étant le Sator, celui qui veut, celui qui décide. Donc c'est la conscience originelle, d'où part la cohésion de la matière. On pourrait faire d'ailleurs une diapo d'explication de l'origine dont dépend chaque élément différent de la matière terrestre, mais ce serait très compliqué à faire. On a essayé d'y réfléchir, mais quelque part ça ne représente pas un intérêt, à part celui de donner l'explication des nombreux joueurs dont certains éléments matériels dépendent sur Terre, et qui à chaque fois passe par cette espèce d'imprimante 3D qui est le Soleil, qui en est son biais d'expression. Alors on va pas rentrer dans ce détail, parce que c'est vrai que ce serait se perdre dans quelque chose de très compliqué, et qui aurait sûrement un intérêt, mais beaucoup plus complexe par rapport surtout aux stratégies de ceux qui sont en train de jouer, mais pas pour nous, en tant que jouet relatif ici, en tant que moi-je. Mais il faut le savoir au passage, la responsabilité, puisqu'on peut l'appeler comme ça, de création de différents éléments sur le damier ici, donc sur le terrain de jeu que nous occupons, ne dépendent pas du même joueur créateur dans l'absolu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'intérêt de cette réflexion, mais c'est juste pour, au final, bien comprendre que ce Sator à repos, Tenet, Opera, Rotas, c'est pas le jeu d'une seule conscience. C'est le jeu des consciences immuables, dont le nombre ne varie pas, qui n'ont pas d'enfants, qui ne meurent pas, etc., et qui jouent en permanence à faire ces allers-retours entre le relatif et l'absolu. D'ailleurs, pour imager tout ça bien plus simplement, et sans rentrer dans les détails de la logistique, on va dire, stratégique, nous mettrons en ligne la vidéo du carré Qatar qui tout simplement donnera l'image concrète de cette compréhension de ce qui s'endort et se réveille à différents moments des étapes du jeu. Et on peut bien comprendre aussi, puisqu'on est dans le mot comprendre, que ces consciences-là, elles ne peuvent pas être ni hors matière, ni hors du temps. Je rajouterai même ni des lumières, juste. Voilà. Oui, puisque pour donner des références, d'ailleurs de certaines religions ou même du New Age, pour certains, l'absolu est sans identité. Ça, lorsque vous entendez ce genre d'aberration, là aussi, fuyez. Au contraire,
Il y a une réelle identité sur chaque joueur en conscience dont les jouets dépendent ici dans le relatif. Et dans le New Age, on a aussi le fameux, le spirit dans la matière pour une expérience et le retour hors matière. Et après, on ne serait plus dans la matière, hein, ou alors même de la lumière, hein, c'est-à-dire des êtres de lumière. Là aussi, le concept échappe complètement à l'intelligence de la matière. Hein. Donc, de nouveau, c'est piège à Spunz. Le fait qu'il n'y aurait pas d'individualité serait nier une connaissance qu'on a depuis la nuit des temps et qui est exposée dans tous les artefacts majeurs, tous les messages majeurs qui nous ont été laissés, c'est le zodiaque et l'influence du zodiaque. Donc finalement, entre tout ça, on n'arrive au rien, quoi. La métaphysique, c'est juste un gros sac à rien. Dans le relatif, oui. New Age, attention, un est tout, tout est un, etc. C'est aussi grosse bêtise énorme. Rien. Alors, pour bien enfoncer le clou, sans faire mal, hein, c'est juste une idée d'esprit, nous vous proposons, encore une fois, grâce à la langue française, de pouvoir faire du jeu d'esprit. Si vous avez bien compris que la matière, c'est bel et bien 3/3, nous avons aussi cette compréhension du tout, le mot entier, puisque dans entier, il faut bien comprendre un tiers. Une fois de plus, un indice a été donné dans cette langue formidable qui a les clés de sortie vers l'absolu. Entier, c'est un tiers, et c'est la solution, une fois de plus, de compréhension à travers la matière. Donc par entier, il faut comprendre que le tout répond de cette loi que nous venons d'énoncer. Ça ne veut pas dire que un est tout, tout est un. Il ne faut pas faire cette confusion quand même. Mais là, j'espère que la démonstration est un peu plus claire quand même. Ça mérite d'être retenu et bien considéré à travers ces termes qui sont quelque part mnémotechniques. C'est un raisonnement à bien intégrer dans son entièreté. Au passage, juste pour évoquer une idée que nous n'allons pas développer ici aussi, puisqu'elle est encore une fois trop complexe et puis ça n'aurait pas vraiment un intérêt à être dit, mais ça a peut-être un intérêt pour certains juste à être réfléchi. Quid du support de la conscience soi-je ? Alors, si vous avez compris la problématique de prise de conscience dans le relatif de ce qui fait une espèce de mémoire, on va dire, des règles du jeu, si on va au niveau radical, à l'origine même de celui qui décide en conscience de créer de la matière, qu'est-ce qu'il utilise comme support, comment ça marche, tout ça, vous pouvez vous poser la question. Et vous verrez que ce que nous vivons actuellement à travers l'intelligence artificielle nous offre aussi ce terrain nécessaire pour pouvoir avoir toutes ces réflexions et ces raisonnements. Si ce genre de réflexion vous effraie, n'hésitez pas à laisser tomber, puisque ça n'a aucune utilité pour la conscience de passage, de retour du relatif à l'absolu. Mais bon, il fallait quand même juste le glisser au passage, parce que certains peuvent s'en préoccuper, hein, comme on disait tout à l'heure, l'esprit féminin et masculin sont très différents, et leur nature de résolution ne sont pas forcément les mêmes, et pour certains esprits, c'est un besoin quelquefois d'être creusé, d'être élucidé, c'est pour ça qu'on en parle, mais ça n'a pas du tout d'importance, puisque ce qui est déterminant, c'est bel et bien d'avoir une idéologie de l'utopie. Alors, dans cette série de diapos, nous allons aborder cette fois l'image de compréhension de la différence entre l'absolu et le relatif. Maintenant que vous connaissez l'âme à tiers, donc les trois éléments qui détermine la compréhension de la matière, nécessaire en tous les cas quand on est du côté de l'absolu. Nous avons du côté droit, rien à voir avec un quelconque parallèle entre le fonctionnement du cerveau droit et gauche. C'est juste une vue là aussi nécessaire, pas forcément de l'esprit, mais de la situation entre ce qui se passe dans l'absolu et le relatif. À droite, c'est la vision de fonctionnement dans la compréhension de la matière dans l'absolu, d'un soi-je, et à gauche, on a la vision donc détériorée de cette mauvaise compréhension de ce qu'est la matière. Et vous comprendrez que la zone la plus détériorée, c'est le trait rouge qui fait la cohésion, donc de la compréhension des liens entre les aspects énergétiques de chaque élément unique qui font un tout, et une absence totale de ce qui à droite fait une espèce de halo jaune, donc de compréhension de ce qu'est la vie et la conscience, qu'on ne retrouve mais presque pas dans le côté, soit je suis une vision artistique, hein, tout ça, mais bien sûr. Mais
il faut quand même le visualiser pour comprendre que nous sommes en détérioration, voulue d'ailleurs, de cette compréhension de ce que nous faisons et de quoi nous sommes faits, puisque nous n'en avons même pas la maîtrise. Dans l'absolu, c'est une omniscience et une omnipotence parfaite, et dans le relatif, on peut le dire, c'est de l'imparfait absolu. Dans l'absolu, vous maîtrisez l'énergie, dans le relatif, vous la subissez, puisque vous êtes tout le temps, on en parlait tout à l'heure, obligé de puiser, que ce soit dans la force des autres, ou animale, du pétrole, ou du soleil, vous êtes obligé d'avoir affaire à un élément extérieur pour utiliser son aspect énergétique et donc de construction ou de modification. Le plan dans l'absolu à la connaissance de la composition et donc de l'architecture de la matière, et dans le relatif, c'est une recherche constante et des bugs successifs de par le fait qu'il ne crée pas la matière, mais il la modifie. Il faut chaque fois casser des structures. On comprend la différence. Le créatif crée le parfait instantanément, alors que le relatif doit briser l'existant pour le modifier. Quelque part, il faut bien se le dire et pas se le cacher. C'est le but du jeu et il est très intéressant. Lorsque philosophie, comme on l'a compris, c'est le sel du jeu quelque part. C'est d'avoir à refaire la créativité d'être génial dans l'imparfait. Et ce qui mérite la plus grande réflexion, c'est où se situe la volonté dans tout ça. Alors ça fera appel lorsque vous allez bien sûr le méditer, lorsque vous allez le raisonner surtout, pour comprendre que dans l'absolu, ce libre arbitre est total, mais dans le relatif, est très diminué et il se retrouve plutôt avec une volonté à géométrie variable. Il y a beaucoup de déterminisme et un libre arbitre qui, à une part, c'est sûr, puisque le jouet ne serait pas évolutif s'il n'avait pas de libre arbitre. Puis il faut bien qu'il joue le jouet, mais il subit tellement d'éléments, il a tellement de limites et de contraintes que le libre arbitre est forcément réduit. Et c'est de par cette imperfection qu'il fournit à son joueur, soit jeu, les fameuses émotions que lui ne connaîtra jamais. Voilà. Les fameux échecs, la mort, etc., tout ce qu'on connaît de plus atroce ici. Pour faire un raccourci, vous comprendrez bien qu'au final, la différence à travers la compréhension de cette matière, nous vient bien de la maîtrise de la matière et donc de la différence de potentiel qui est fournie dans l'absolu et qui ne l'est pas dans le relatif. C'est ce qui détermine justement les règles du jeu et qui permet l'articulation d'avancer grâce à ce jeu nous, puisque nous sommes quand même plusieurs. Bon, ça c'est pour rigoler, hein. Ça c'est pour rendre hommage à tous ceux qui font du spectacle autour notamment de la langue des oiseaux. C'est mignon. Oui. Est-ce que ça permet de comprendre quelque chose ? Bah oui. Philosophiquement, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais dans les règles du passage du relatif à l'absolu, c'est plutôt juste spectaculaire. Alors, ce qui est plus compréhensible, et peut-être d'ailleurs qui est quelquefois mal utilisé, notamment en alchimie, ou dans des cabinets obscurs, il s'agit du fameux solvay et coagula, que nous venons d'expliquer. Donc là, si vous n'avez pas compris, on va pas refaire le diaporama. Dissoudre ou coaguler, c'est ce que nous passons comme temps ici, en tant qu'alchimiste, transformateur de la matière. C'est tout ce que ça résume de notre vie ici. Nous n'arrêtons pas de solvay et coagula. Mais il faut bien comprendre que dans l'autre partie de la vraie vie vécue dans l'absolu, tout ça n'existe plus. Et tous ces concepts, toutes ces idées, ces artefacts aussi qui ont été exprimés dans la matière terrestre, sont là pour cette compréhension. Donc ce carré Sator qui est vraiment merveilleux, de savoir que jusqu'à présent, en tous les cas, dans la majorité des communications qui sont mises en avant par les algorithmes, transmettre quelque chose qui veut rien dire, c'est quand même très rigolo au final. Pas tant que ça quand même. Parce que... mais toi tu le vois comme quelque chose de dégradant, mais ça fait partie du jeu. Le message, il est tellement fort par rapport à ce qu'on est et le lieu où l'on vit, quelle est notre destinée. Quand tu parlais de déterminisme,
Là, c'est le déterminisme majeur, je dirais. C'est très déceptif, en fait. Ça fait pas plaisir. Non. Ceci dit, je pense que si on se satisfait de ce genre d'explication, c'est que peut-être on n'est pas encore en phase d'être dans la compréhension d'une explication comme celle qu'on vient de faire. Et comme tu dis, c'est pas bien grave. Mais ce qui est drôle, on le redit parce qu'on aime bien que même quand c'est dévarié, quand c'est désorienté par notamment les joueurs de la typologie 2, en disant que c'est un pater noster, notre père, et pour nous aussi, côté langage des oiseaux et catharisme, notre père qui est aux cieux, et c'est notre père P-A-I-R-E. C'est ça qui fait le jeu. Quand tu parles de l'alchimie avec Solvay et Coagula, il y a ceux qui vont s'embarquer dans l'achat de tout le matériel du petit alchimiste, parce que il faut le rappeler, regarder des vidéos, aller à des conférences, des choses comme ça, bien sûr que ça aide. Mais ça fait pas le travail. Le travail, il est personnel, il est individuel. Il faut accepter de se perdre dans sa propre solitude. Comme tu disais, l'alchimie, on n'a pas besoin d'acheter du matériel pour en faire tous les jours. Quand on bricole, quand on jardine, si on est attentif, qu'on fait un travail de conscience, on le voit tout ça. C'est un peu ça que rappelle ce carré. Le jeu, il est dans le quotidien. On n'a pas besoin d'être un grand maître de quoi que ce soit pour comprendre le jeu et en sortir. Il faut avoir une démarche sincère et un peu solitaire aussi. Ça fait partie des différents ingrédients de résolution. Et vous remarquerez dans l'illustration du carré Sator réalisé en fonction que la boule devient rouge au milieu d'un haut noir. On avait fait le parallèle avec le képri égyptien pour faire comprendre que ce petit animal extraordinaire qui fait tourner une boule et qui est tout noir, donc qu'on ne voit pas, était là pour bien symboliser également ce que les Égyptiens ont voulu formaliser à travers toujours cette même logique du raisonnement. On prend un animal, son action et sa fonction et sa forme pour faire des parallèles avec notamment cette compréhension de la matière ou de la cosmologie. Donc cette bestiole qui d'ailleurs sait où se trouvent les étoiles pour pouvoir s'orienter, elle est toute noire, dans la nuit on la voit pas, mais elle fait tourner cette boule qui, sans explication, quand on est juste dans l'émerveillement de la magie, est en train de se déplacer comme par enchantement vers sa destinée qu'on ne connaît pas si on n'est pas soi-même la volonté qui veut amener cette boule jusqu'à son but. Avec nous ce képri et sa boule d'immondice qui représente la terre. C'est pas que nous soyons insultants, mais on a bien compris qu'ici c'était délicat. Ben oui, mais il pousse pas une boule de caca. Enfin, bref, quoi. C'est du neuf. Allez, on se ressaisit parce qu'on avait besoin de rigoler un petit peu, mais tous ces parallèles de compréhension sont très rigolos au final, puisque ils paraissent totalement futiles, vraiment imaginatifs, presque infantiles, mais non, il y a toujours un fond très profond justement, c'est un puissant fond, qui mérite toujours une réflexion. D'autres images pour vous faire comprendre la relativité est quelque chose que nous avons mis en forme à travers la cosmologie, mais qui est une vue d'esprit pour prendre en conscience comment pourrait s'articuler en 3 dimensions ou, on va dire, dans la géographie spatiale, le monde relatif et l'absolu, entre 2 éléments qui fonctionneraient perpendiculairement, dont vous n'avez pas la perception si vous n'avez pas possibilité de faire ces rotations. Et là, on peut le comprendre avec cette mise en forme. Je vois et je comprends vu d'ici, mais si vous tournez pas la tête, vous comprendrez qu'un seul côté. Et ça marche dans plein de sens et à des distances, on l'a vu tout à l'heure, selon les distances également différentes. Évidemment, selon les vitesses. Tout ceci pour comprendre que la complexité de la relativité de la conscience transmise par cette interface qu'est la matière n'a que très peu d'accessibilité pour nous qui sommes dans le relatif. Et ces différentes images nous le font comprendre à travers cette phrase. Je vois sans comprendre vu d'ici, ou je peux comprendre vu d'ailleurs. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est une fois de plus une occasion de mettre en forme cette relativité entre l'absolu et le relatif. Vous aurez compris que quand nous aurons dépixelisé ce monde du relatif, nous rejoindrons le point de vue du joueur soi-jeu. Et c'est cette subtilité qui donnera évidemment le point de vue du jouet moi-jeu à un joueur soi-jeu. Et ce que nous avons fait en tant que Qatar,
c'est mixer la compréhension de la matière, à travers le carré Sator et ce qu'il exprime, et la philosophie d'une phrase toute simple, qui paraît d'ailleurs simple, mais qui recèle dans sa structure la formidable magie de l'agglomération entre la compréhension de ce qui est tangible, entre ce qui est perceptible, ce qui est dans la matière, et dans la philosophie de ce que vous devez avoir dans le cœur. Et là, on touche au carré magique qui réapparaît, le fameux carré Cathar, Cathar Areta Tenet Atera Ratak, qui, pour être décrypté rapidement et beaucoup plus simplement qu'un carré Sator, signifie Cathar, en définition la personne qui fusionne son Ka et son Ak à travers la compréhension également du soleil, puisque nous n'avons pas le même soleil quand on est dans le relatif et l'absolu. Ra ou Ar, c'est pas la même chose, mais dans Cathar, vous comprenez l'articulation de ce que veut dire un Cathar, cette compréhension du Cathar qui lui veut arrêter, donc arrêta, Tenet, à terra, donc à la terre, rattaché. Celui qui veut finir d'être rattaché et même lié, ce sont des liens, mais là, comme un boulet, la terre. Hein. Ce qui nous relie ici, nous tient ici. Et nous ancre fortement. C'est pour ça que cette phrase magique à comprendre dans sa même logique de palindrome articulé et d'inversion comme le carré Sator signifie bien que le Cathar, Areta, Tenet, Atera, Ratak. Et là, nous allons faire une alchimie du mélange des deux pour pouvoir mixer, comme on essaie de le faire dans toutes nos vidéos. Là, c'est la même logique qui apparaît, mais sous la forme des deux carrés mixés, de faire le mariage raisonnable entre la compréhension de la matière et de la philosophie, donc de la compréhension de la physique, et de ce qui doit être ressenti dans le cœur à travers la sagesse de l'esprit, de la philosophie. Et là, nous allons juxtaposer ces deux phrases, Cathar Areta Tenet Atera Ratak et Sator Arepo Tenet Opera Rotas, et décomposer l'explication en donnant le parallèle complet de la physique et de la philosophie, ce qui donne Cathar, Sator, Areta, Arepo, Tenet, Opera, Atera, Rotas, Ratak. Ce qui, plus clairement, en termes de phrases intelligibles, nous vous laisserons le temps, si vous voulez, de vous y arrêter pour le comprendre et le raisonner par vous-même, mais pour gagner du temps, il faut comprendre le libéré arrête de tenir à la terre rattachée, grâce au carré Cathar, et grâce au carré Sator, le fixe à repos tient l'action de ce qui tourne, dans sa formulation intégrale. Ce qui nous donne un carré mixé entre la conscience de la matière et la conscience de la philosophie, on peut le dire amoureuse, le libéré fixe à repos, arrête de tenir à l'action sur terre de ceux qui tournent rattachés. Le libéré fixe à repos, arrête de tenir attaché à l'action de ce qui tourne sur terre. Comme tous ces jeux d'esprit qui peuvent paraître très hermétiques, très fermés et complexes, une fois que vous avez la vision claire de la représentation de ce qui est exprimé dedans, vous ne pouvez pas l'oublier et vous savez l'importance du message. C'est une fonctionnalité de ce genre de fascination énigmatique, à bon escient cette fois, qui vous permet non seulement de prendre en conscience que c'est un esprit, on dira, supérieur, qui peut créer ce genre de clé de raisonnement, mais surtout, il n'est possible que s'il y a une antériorité à l'intelligence, et donc au langage, etc. On l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est la compréhension inversée du darwinisme. Tout comme par exemple, on l'avait dit à travers la langue, tant que vous raisonnerez en imaginant que par exemple le français est le résultat de différents patois qui se sont améliorés et enrichis, vous êtes à l'inverse
de la compréhension, de la restitution de la langue originale et complexe qui est celle de la conscience radicale, donc d'origine, donc dans l'absolu. Il faut à chaque fois avoir cette compréhension de la chronologie, puisque le temps existe. Et c'est le niveau merveilleux de ce que certains ont exprimé et ont pu laisser à travers les âges, à travers leurs différentes réincarnations. Et c'est normal, puisque chaque équipe répond à une stratégie différente, qui doit donner cette reconnaissance à ceux qui font partie de la même typologie. Il est absolument normal que ceux qui ne sont pas de cette typologie ne ressentent pas la merveille qu'il y a là-dessous. Quelqu'un qui est dans la typologie, par exemple, des extraterrestres, ou la typologie qui est en train de s'installer sur cette période de haute technologie, terrestre, on précise, avec un petit mélange, certes extraterrestre, ne trouveront aucune merveille là-dedans. C'est là que intervient la notion dite du cœur. Est-ce qu'on aime la poésie? Est-ce qu'on aime l'amour? Est-ce qu'on aime le fait d'avoir une flamme jumelle, une âme sœur? Est-ce que l'amour éternel a une importance, etc. Là, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on est sensible à l'amour de ce genre de messages cachés ou pas? Avec, on en parlait au début de cette vidéo, c'est exactement la même compréhension qu'on peut avoir dans la Kabbale hermétique, d'avoir à imaginer que, oh, c'est rigolo, il y a des mots qui tombent, mais alors pile poil pour faire ce genre de jeu, avec le bon nombre de lettres et la possibilité d'en faire des palindromes avec du sens. C'est fou, ça, on dirait que la langue a été inventée pour que le jeu soit possible. C'est vrai qu'il y a cet aspect merveilleux du message dans cette famille qui est en recherche, qui a compris qu'il y avait deux univers relatifs absolus, qui a cette quête, parce que c'est une véritable quête, que de sortir du cycle, des cycles relatifs, qui en a vraiment marre, et qui veut rentrer maison. Au-delà du côté merveilleux, quand on est touché par le message, c'est une chose. Ça, effectivement, c'est le côté cœur. Mais après, il y a le sens du message, qui peut être assez lourd, imposant par rapport à la difficulté d'avoir un total détachement. On nous donne une clé de résolution, mais après, on nous donne aussi la grandeur de la difficulté dans la mise en œuvre de cette clé, dans une vie relative quotidienne qui se complique de plus en plus sur une fin de cycle. Et au-delà du merveilleux du message, la mise en œuvre du message est quand même pas si facile que ça, pas si magique que ça, et pas si merveilleuse que ça. Encore une fois, le jeu et la difficulté du jeu, même quand on pense avoir trouvé une clé, contrairement aux jeux vidéo, il n'y a pas de la lumière partout. Il y a encore des choses à faire, et etc. Et on se dit jusqu'à la dernière seconde, ça va être comme ça. Et ça fait partie des mystères de cette dualité, que nous terminerons d'ailleurs, puisqu'on parle des carrés. Nous avons aussi le fameux 666, qui lui, articulé en carré, devient aussi très intéressant. On ne va pas le développer là, puisque c'est quand même, dans le langage des oiseaux, la phrase de résolution. Si vous intégrez juste 666 bassement dans la matière, par exemple, atomique, avec les éléments du carbone, alors là, c'est une vision, pour le compte, très matérialiste. Si c'est une vision par le code barre, c'est une vision commerciale. Si c'est une vision par le 666 du 3W, le vav, c'est par la communication, donc c'est une compréhension bien terrestre. Par contre, si vous la comprenez, quand je parle de comprendre, c'est prendre dans son entièreté, le cello dans sa partie entière, féminine et masculine, donc vous comprendrez cette résolution par le langage des oiseaux qui nous donne bien 6 sens, soit 100 T6. Et un carré magique, juste pour vous donner une petite indication au passage, sachez que c'est grâce au 666 que dans tous les sens, vous n'arrivez qu'à du neuf. Et le neuf, en hermétisme, on sait ce que c'est. C'est tout neuf, c'est nouveau. Mais dans le recyclage, au final, c'est juste une merveille de se dire que c'est nouveau, tant c'est éternel et reproductible. Pour se quitter en résumé, dans l'absolu, la conscience soi-je précède la matière. La conscience absolue omnisciente crée et utilise la matière. Dans le relatif, la pseudo-conscience moi-je, émanée de soi-je, est installée dans la matière sans le comprendre, d'où les multiples explications erronées, puisque réfléchies d'un point de vue réduit au relatif. Mais dans la transcendance d'une juste gnose, puisqu'il en existe beaucoup, on peut se permettre la sortie du jeu, écrit ou compris comme J-E-U ou J-E, qui est
quelque part exactement la même chose. Ce sont ces deux mots de logique et d'esprit qui peuvent définir l'idéologie jusqu'à l'utopie, et notamment pendant ce moment apocalyptique, puisqu'il faut bien y revenir. S'il n'y avait pas ce chaos délicat que nous connaissons en ce moment, si nous vivions tous d'amour et d'eau fraîche et que tout allait bien, on n'a pas envie forcément de redevenir l'être radical créateur. Tout va bien ici, sans comprendre pourquoi. Après, c'est malheureux aussi, mais il vaut mieux avoir la conscience totale. Et pour terminer cette vidéo, juste pour vous donner un élément de réflexion et de raisonnement, l'essentiel pour un moi-je relatif en voie de réflexion, l'essentiel se situe dans le fait d'avoir à comprendre que l'univers absolu doit être précisé, dans ses raisons de garantir éternellement justesse et constance du bon, du beau et du vrai. Si vous n'avez pas ces éléments, c'est que votre modèle de compréhension est faux. Il faut le respect de cette règle, sinon ça veut bien dire que le parfait n'est pas parfait. Donc revoyez la copie. Et c'est normal, puisqu'ici nous sommes dans l'imparfait, on est pétri de l'imperfection. C'est toujours difficile d'avoir à comprendre, à retrouver le parfait. Et en compréhension logique, évidemment, puisque nous sommes rationalistes, des raisons qui nécessitent la création d'un univers relatif, puisque une fois qu'on a compris ce qui se passe des deux côtés, que ce soit à travers le comportement de la matière ou de la philosophie, à avoir cette nécessité à créer du lait pour retrouver du beau, eh bien vous aurez compris la totalité du fonctionnement de ce jeu. À bientôt. À bientôt.